Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. Jeudi 3 novembre, nous vous proposons une fois de plus de parler des facteurs de radicalisation dans nos pays. En effet, la jeunesse, particulièrement dans la sous-région ouest africaine, est depuis quelques années en proie à une radicalisation qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Une étude d'Interpis et de l'IMRAP, Institut malien Action Recherche pour la paix, a été conduite conjointement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et dans les régions de Gao et Sikasso au Mali. Elle montre qu'une partie de la jeunesse de ces deux pays semble désormais se tourner vers diverses formes d'activisme violent par souci de reconnaissance. Quels sont certains des facteurs favorisant cette nouvelle forme de violence? Nos gouvernements ont-ils les moyens d'endiguer le phénomène? Comment déradicaliser ceux qui sont passés de l'autre côté de la barrière? Pour nous éclairer sur ces questions, avec nous sur ce plateau, Brema Elidiko, il est sociologue, il intervient depuis Gao. Zoumana Fane, il est chargé de programme à l'IMRAP. Jean-Simon Rioux, chargé de programme d'Interpis. Et Baba Dakono, il est chercheur et analyste. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedombo. Le grand dialogue. Bienvenue. L'Institut malien Action Recherche pour la paix, IMRAP, a présenté hier un rapport intitulé « Au-delà de l'idéologie et de l'appât du gain, trajectoire des jeunes vers les nouvelles formes de violence en Côte d'Ivoire et au Mali ». Ce rapport nous parle d'une ultra-violence que les réponses répressives des plus grandes puissances dans la région s'avèrent incapables d'endiguer. Autre dimension édifiante de ce travail, le rôle de l'école coranique. Si l'étude montre qu'elle peut constituer un facteur positif de résilience, en revanche, elle peut aussi être facteur de risque lorsque certains maîtres instrumentalisent leurs relations d'autorité. Le rapport apprend également que ce n'est pas le chômage ou la recherche d'argent qui pousse les jeunes vers certains groupes violents, mais plutôt la quête de reconnaissance et de réussite sociale. Ainsi, l'exemple de Gao, dans cette région, les jeunes soumis aux mêmes pressions depuis 2012 ont rejoint les forces rebelles. D'autres, des djihadistes comme le Moujao ou en Sardine. D'autres encore ont créé des groupes de résistance civique et d'autodéfense. Alors, ma première question s'adresse à Zoumana Fane, cette chargée de programme à IMRAP. Pourquoi spécifiquement la Côte d'Ivoire et le Mali? Bonsoir Ousmane, merci à tout le monde pour cette invitation. Eh bien, cette étude, elle a été commandée déjà par l'UNICEF et a une vocation transnationale parce qu'elle a été réalisée à la fois en Côte d'Ivoire et au Mali. En Côte d'Ivoire, il s'est agi des localités de Bouaké et d'Abobo dans la région d'Abidjan, dans la localité d'Abidjan, et au Mali, Gao et Sikasso. Pourquoi ces localités-là? Pourquoi le choix de ces localités-là? Bon, pour ce qui concerne Bouaké et Abobo, je pense que Jean-Simon serait le mieux placé pour vous l'expliquer. Pour ce qui concerne Gao et Sikasso, pourquoi Gao? Parce qu'on s'est rendu compte que la crise de 2012 a créé de nouvelles dynamiques en termes de conflictualité dans cette localité-là. Vous êtes dans ces deux localités, Gao et Sikasso, uniquement? Oui, nous avons choisi ces deux localités-là, Gao et Sikasso. D'abord parce qu'il se trouve que l'ambition même du projet n'était pas aussi grande que cela. Et donc, nous avons recentré. Et lorsqu'on recentre, on est obligé de faire des choix. Est-ce à dire que les autres régions du pays, à savoir Mopti, Ségou, Tombouctou ou Kidal, ne connaissent pas le même problème? Non, pas du tout. C'est pas du tout cela. Nous aurions voulu tout naturellement aller dans toutes ces localités-là. Et d'autant plus que les exemples que vous venez de prendre là, que ce soit Mopti, Tombouctou, Kidal ou autres, ce sont des localités où effectivement on recense également les dynamiques pareilles que je viens de décrire pour Gao, mais il fallait une fois de plus opérer ce choix-là. Nous l'avons opéré, ça a été un peu plus difficile que prévu, mais il fallait quand même le faire et c'est ce qui nous a conduit justement vers les régions de Gao et de Sikasso, même si cela n'enlève en rien du tout à la formulation de la problématique dans les différentes localités que vous venez de citer. Merci. Restez avec nous pour parler tout à l'heure des résultats justement de ce projet. Jean-Simon Rioux, vous êtes de Interpis, vous avez bien entendu participé à cette étude-là. Alors moi, je suis curieux de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire et le Mali. Est-ce que les autres pays, le Nigeria connaît des problèmes de sécurité? On a vu qu'il y a eu des attentats au Burkina, le Sénégal a été menacé à un moment donné. Alors pourquoi particulièrement ces deux? Merci, et c'est un point important
important de cette étude. On aurait pu se focaliser sur les endroits où il y a des actions de violence qualifiés de djihadistes, etc., pour faire notre étude. Or, on a voulu amener des éléments comparatifs pour pouvoir questionner un peu des hypothèses qui sont acceptées comme valides de façon un peu consensuelle. Donc, le fait d'amener la Côte d'Ivoire nous amenait cet élément comparatif d'un pays, disons dans une optique un peu plus préventive, où il n'y a pas, ou en tout cas quand on a commencé l'étude, il n'y avait pas eu de manifestation de violence qu'on qualifiait de djihadiste à l'époque. Pourtant, quand on était en Côte d'Ivoire, alors, elle a commencé quand déjà cette étude? L'étude elle-même a été lancée en avril. Mais bon, on était en discussion quelques mois auparavant avec UNICEF et tout juste quand on lançait vraiment les opérations, il y a eu les attentats de Bassam qui ont changé un peu la donne. Mais ça nous amenait un peu, cette dimension un peu préventive et en même temps, on voyait avec notre partenaire Indigo en Côte d'Ivoire qu'il y avait quand même une inquiétude qui était là en Côte d'Ivoire, où on disait tous les facteurs que les gens prennent pour expliquer l'extrémisme violent, chômage des jeunes, des idéologies, disons, plus fondamentalistes, etc., sont présents. On indexe l'école coranique est là. Il y a le Nigeria d'un côté, il y a le Sahel. Et donc, nous, on est à risque que ça se produise un jour. Donc, ça nous permettait un peu d'aller voir si, effectivement, les mêmes dynamiques étaient présentes et de tester, voir si, effectivement, ces facteurs structurels là qu'on identifie pour expliquer ces processus de basculement vers la violence étaient de mise. Ça nous permettait aussi de challenger l'hypothèse religieuse. Donc, on associe souvent ces formes de violence-là à une idéologie religieuse. Or, d'amener la Côte d'Ivoire dans l'équation, un pays qui n'est pas à 90 ou plus % musulmans, nous permettait de tester un peu cet élément-là. Et de la même façon, d'avoir les deux pays nous permettait de voir s'il y avait des éléments différents ou des éléments de continuité. Et Zoumana a bien expliqué le choix de Gao, et vous y avez touché aussi dans votre introduction. Et Sikasso, ça nous amenait de la même façon, mais au niveau du Mali, cet élément de comparaison entre le nord et le sud. Donc, est-ce que les mêmes dynamiques sont présentes? Est-ce que c'est complètement différent? Et finalement, au fur et à mesure que l'étude avançait, on a eu des réunions avec l'IMRAP, avec Indigo et tout ça, et on a réalisé que finalement, ce qu'on avait entre les mains, c'était pas une étude ou des résultats comparatifs, mais c'était réellement une étude transnationale où les problématiques, les dynamiques étaient vraiment partagées, avec des particularités dans chaque région, effectivement, mais avec des grandes tendances qui étaient vraiment communes pour l'ensemble des 4 régions. Merci beaucoup. À présent, Brema Elidiko, est-ce que vous me recevez? Oui. Merci de vous joindre à nous. Vous intervenez depuis Gao, donc vous êtes sociologue et professeur à l'université de Bamako. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ampleur justement de cette forme de radicalisation que connaît aujourd'hui nos pays? Bonsoir, merci de m'associer à ce débat. Ce qui est important à souligner, c'est que la radicalisation est un phénomène qui touche un peu, on va dire, tous les pays, mais bon, peut-être à des proportions différentes. J'ai eu la chance de faire 2 études pour l'ISF Dakar, et puis on était plusieurs, l'étude a couvert de Caille jusqu'à Kidal y compris. Vous allez vous rendre compte que selon les zones, les causes de la radicalisation en fait sont variables. Ça et là, on va vous parler des facteurs, parler du chômage, on va vous parler des facteurs de protection, on va vous parler des questions de frustration, mais ce qui est important, c'est que au centre, quand je dis le centre, c'est un peu le nord-est de la région de Ségou, donc les cercles de Massina, de Nino. Nino, c'est précisément la zone de Djadali. Et ensuite, la région de Mopti, on connaît bien Tenoukou, la zone de Douanzan. Et puis les 3 régions du nord qui sont très affectées par ce phénomène-là. Et cela peut s'expliquer un peu par le contexte de sécurité qui sévit dans ces zones. Maintenant, ça ne veut pas dire, si vous prenez la radicalisation en tant que telle, que ça ne touche pas les autres zones, parce que vous vous rappelez des événements qui sont déroulés à Bamako et puis d'autres qui se profilent. Voilà, mais oui. Allez-y, Brema. Je voulais simplement dire que les gens font souvent des raccourcis en disant que c'est le chômage qui inciterait les jeunes en fait à se radicaliser. En tout cas, l'étude de l'ISS que nous avons eu la chance de conduire avec d'autres collègues essaie de nuancer en tout cas beaucoup cet aspect-là.
parce que dans l'étude, ce n'est pas le facteur le plus important qui ressort. Et en même temps, en termes de facteurs, ce n'est pas le facteur religieux non plus, qui a été évoqué par les différentes personnes enquêtées dans les différentes régions. Mais néanmoins, on peut quand même dire que la radicalisation touche beaucoup plus les deux régions de France, surtout pour la partie nord-est. Donc je disais les personnes de Nono et de Massima, et puis Mopti, et ensuite les trois régions du nord. Donc les facteurs sont un peu variables selon les zones dans lesquelles en fait, on se trouve. Merci vraiment Elidiko. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Baba Dakono, vous êtes analyste chercheur. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Alors dites-moi, dans le cas du Sénégal par exemple, on parle de près de 45% des jeunes, on l'a dit dans les deux précédentes émissions, au Sénégal qui seraient prêts à s'associer au mouvement djihadiste. Est-ce que vous comprenez le pourquoi? Je pensais qu'on parlait un peu du Mali et du phénomène au Mali en général. Effectivement, je ne sais pas si IMRAP ou Interpis a des chiffres précis par rapport au quota de jeunes aujourd'hui qui vont vers cette radicalisation, mais au Sénégal, une étude nous montre qu'il y a près de 45% des jeunes qui seront prêts à s'associer au mouvement djihadiste pour X et Y raisons. Est-ce que vous comprenez ce phénomène aujourd'hui dans nos pays ? Que les jeunes veuillent justement s'associer à ça? En fait, déjà, par rapport au Sénégal, on aura l'occasion de revenir. Je crois l'Institut Timbuktu a fait un rapport. Je crois qu'il parle effectivement d'une 40% de jeunes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les résultats de cette étude semblent être contestés au sein de l'opinion publique sénégalaise. Donc, c'est pas encore tout à fait, on ne pourra pas construire. De toutes les façons, toute analyse serait fondamentalement hypothétique à ce niveau. On va se baser sur des hypothèses et il sera difficile d'en tirer quelque chose qui peut servir de façon concrète. Mais pour revenir au sujet un peu, parce que vous l'avez même abordé vous-même sous le prisme de phénomène de radicalisation, ce que on comprend aujourd'hui, par exemple, on parle, en parlant spécifiquement du Mali, du centre et du nord, c'est qu'en fait, on semble parler de phénomène de radicalisation qui, en tant que tel, quand on discute avec les communautés et d'autres personnes de ces localités, c'est pas un phénomène qui existe en tant que tel. C'est des dynamiques conflictuelles, anciennes, traditionnelles, sur lesquelles on a des nouvelles formes de violence qui se rallient à ces questions d'extrémisme qui émergent et qui se greffent à d'autres types de violences qui existaient, qui sont liées aux conflits, à certains conflits qui sont traditionnels et qui existaient dans ces environnements depuis des années. Merci Baba Dakono. Dites-moi, Zoumana Fane de l'IMRAP, est-ce que vous avez déjà des chiffres par rapport au quota de jeunes dans les deux pays, en Côte d'Ivoire ou au Mali, dans les régions sur lesquelles vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a des quotas, est-ce qu'il y a des chiffres définis justement par rapport au nombre de jeunes qui seraient susceptibles justement d'aller vers ce type de radicalisme violent? Non, très concrètement, nous n'avons pas de chiffres précis à donner à ce niveau-là, mais j'aimerais quand même réagir par rapport à ce que vient de dire Baba Dakono, voilà, qui me paraît très intéressant parce qu'il a parlé de nouvelles formes de violence. Nous, lorsqu'on a entamé cette étude-là, on a essayé de mettre de côté un certain nombre de clichés qui sont déjà véhiculés sur cette thématique-là. Tout ce qui est radicalisation, tout ce qui est djihadisme, etc. etc. Il semble d'ailleurs que les gens ont du mal à s'entendre sur les définitions de ce que c'est qu'un djihadiste, de ce que c'est que la radicalisation. C'est cela. C'est pour éviter ce piège méthodologique-là que nous avons utilisé l'expression nouvelle forme de violence, qui a d'ailleurs été utilisée tout de suite par Baba Dakono. Et lorsqu'on a soumis justement cette expression-là aux gens, aux populations que nous avons consultées, il y a beaucoup qui ont abordé, entre autres, justement le phénomène de la radicalisation. Et tout naturellement, en plus d'autres formes de violence qui ont été ici et là exprimées. Et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là maintenant que lorsque l'expression vient des populations consultées elles-mêmes que nous avons répondu dessus en essayant donc de cerner les différents facteurs qui concourent justement à diriger les jeunes adolescents vers cette forme de radicalisation-là, qui peut être religieuse ou bien autre. Mais a priori, en tout cas, nous avons essayé de nous dégager un tout petit peu de ces contraintes méthodologiques qui sont à la mode actuellement pour essayer d'aller à profondeur et puis voir dans quelle mesure justement on peut expliquer ce basculement des jeunes vers ces nouvelles formes de violence-là. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons
allons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Quels sont certains des facteurs de radicalisation de cette jeunesse, cette nouvelle forme de violence justement qui naît depuis quelques années en Afrique de l'Ouest? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui à la faveur d'une étude de IMRAP et d'Interpeace. Nous recevons sur ce plateau Brahma Elidiko, qui est sociologue qui intervient depuis Gao, Zoumana Fane, qui est chargé de programme à IMRAP, Jean-Simon Riou, chargé de programme à Interpeace, Baba Dakono, chercheur et analyste. À présent, Jean-Simon Riou, dites-moi, alors, quelle est certaines des causes ou certains des facteurs justement qui entraîneraient les jeunes à aller vers ce radicalisme-là qu'on connaît aujourd'hui? Merci. Ce qu'on réalise, c'est que finalement, et notre collègue de l'ISS le disait avec justesse, et je pense que c'est une période intéressante parce que le timing des deux études arrive à point nommé et s'imbrique de façon vraiment intéressante pour remettre en cause des idées reçues sur le rôle de l'idéologie, sur ces explications un peu simplistes et déterministes avec le chômage. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que d'une part, tout débute pour les populations, c'est extrêmement important, et au début, ça nous a même pris un peu de cours parce que tous les débats pointaient vers la famille, l'éducation, la communauté de l'école. Donc il y a une crise éducative très profonde. Et ça, bon, pour entrer dans les détails, je pense que Zoumana serait peut-être mieux placé que moi, mais il y a cette crise éducative à la base, qui fait que les jeunes ressortent dans la société aujourd'hui et sont un peu en perte de repères. Les figures qui devraient normalement constituer des modèles, que ce soit les parents, que ce soit les maîtres à l'école ou autres, ne sont plus ces modèles-là. Et c'est un point commun justement entre les cas de la Côte d'Ivoire et du Mali? À un point presque comique. On travaille beaucoup avec l'audiovisuel, avec nos deux équipes, et quand les chercheurs audiovisuels font du montage, effectivement, il y a le son qui joue et qu'on entend en arrière-plan. Et même avec les équipes, autant au Mali qu'en Côte d'Ivoire, si on n'avait pas l'image et s'il n'y avait pas la question de la langue, on était incapable, lorsque ça se passait en français, on était incapable de dire dans quel contexte les interventions venaient. Donc c'est vraiment des problématiques qui sont pratiquement un copier-coller. Donc il y a vraiment un malaise, une déstructuration du système éducatif et de la famille qui fait en sorte que les modèles de réussite, les jeunes n'arrivent pas à se projeter dedans, ne se reconnaissent pas dedans. Donc ces jeunes-là sont un peu en perte de repères et vont aller chercher des réponses dans d'autres groupes, ce que dans le rapport on a appelé des groupes alternatifs. Donc ça peut être des groupes de pairs à l'école, ça peut être dans la rue, ça peut être des groupes à vocation religieuse ou autre. Mais donc ces groupes-là vont leur offrir ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire d'abord une reconnaissance, une certaine forme de valorisation des modèles. Et là il y a un paradoxe, ce sont des jeunes qui souvent sont en crise d'autorité, donc rejettent l'autorité de la famille, des parents, de l'école, mais vont aller se soumettre à une autorité très forte au sein de ces groupes-là, parce qu'ils la jugent légitime, parce qu'il y a un code clair, que tout le monde suit, et donc ils vont intégrer ces groupes-là qui leur offrent ces réponses. Alors ces groupes-là peuvent être violents ou pas. Donc dans certains cas, il y aura des groupes où la violence est un élément constituant. On le voit par exemple dans le travail en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo. Il y a ces groupes de jeunes dits microbes qui défraient la manchette depuis quelques années, qui sont extrêmement violents, âgés de 9 à 24 ans. La plupart sont plutôt entre 12 et 24 ans, mais qui œuvrent avec des modes opératoires, avec des armes blanches assez particuliers. Donc au sein de ces groupes-là, il y a une codification de la violence très forte et c'est un élément central de l'identité du groupe, avec des différents stades, etc. Donc là, on a des groupes où la violence est centrale. Mais il y a d'autres groupes également où, au sein desquels les jeunes vont trouver ces réponses. Et par exemple, on voyait la Dawa ici, qui est souvent indexée et tout ça, mais qui finalement sont des exemples de résilience sociale pour ces jeunes-là, parce qu'on a des jeunes un peu déboussolés perdus, on leur offre des... Justement, on a souvent taxé la Dawa d'être terroriste, d'être etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Dawa est plutôt une plateforme de résilience qui aiderait plutôt les jeunes à aller vers un savoir? C'est difficile pour moi de donner un jugement final sur le cas de la Dawa, surtout dans le cas de Gao sur le terrain. Bon, il y a des dynamiques qui se sont produites, mais ce qu'on peut voir en Côte d'Ivoire, à Sikasso, etc., c'est que dans un premier temps, en tout cas, ces groupes-là offrent des réponses aux jeunes et sont donc des facteurs de résilience. Et ce qu'on a réalisé au cours de l'étude, c'est que finalement, le risque de basculement dans la violence ne provient pas de l'idéologie d'un groupe comme tel, mais plutôt de sa rupture avec la société. Donc si l'identification à ce groupe-là, si la construction de ce jeune-là se fait au sein de ce groupe-là, par opposition avec le reste de la société, et que plus il s'identifie au groupe, plus ça se construit, plus il coupe le lien. Et l'exemple typique que les gens mettaient de l'avant, c'était il a rompu le lien avec sa famille, où là, ça, c'était vraiment la cassure finale. Et donc là, à ce moment-là, s'il y a une perception de menace contre le groupe,
qu'elle soit avérée ou qu'elle soit construite par un discours de victimisation, etc., là, l'utilisation de la violence devient perçue comme légitime pour défendre le groupe. Et c'est à ce moment-là que le risque de violence est important. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a une incidence sur le type de réponse qu'on doit mettre en place. Pour l'instant, on s'est beaucoup axé sur des campagnes de contre-discours. Donc de dire on va combattre l'idéologie extrémiste, les fondamentalistes. Et surtout religieuse, surtout quand on voit que le résultat est de l'ISS Dakar et de l'étude de IMRAP et Interpiste, en premier point, il n'y a pas le facteur religieux. Voilà, il peut exister. C'est un élément d'identité au sein du groupe, un élément de légitimation, mais il intervient plus tard. L'effet de ces campagnes-là, là, vous allez plus loin en disant ça ne sert à rien. Moi, je dirais, je ne suis pas mal placé pour juger des débats au sein de la religion musulmane entre ceux qu'on dit modérés et ceux qu'on dit plus fondamentalistes, mais ce qu'on voit, c'est que si ces campagnes-là visent à faire taire, à mettre en marge, à vaincre des idéologies plus rigoristes, plus fondamentalistes, en fait, ce qu'elles font, elles agrandissent le fossé entre ces groupes-là et la société. Et donc, si on comprend l'idée que le risque vient de la rupture avec la société et non de l'idéologie, on voit qu'on augmente le risque en faisant ça. Donc, le type de réponse qu'on doit mettre en place, c'est de travailler sur là où le risque est, et c'est la rupture avec la société. Donc, comment on peut valoriser l'effet fédérateur de certains de ces groupes-là qui offrent des réponses, tout en minimisant cette rupture-là avec la société. Et donc, ça, dans le cas de prêcheurs plutôt fondamentalistes, est-ce qu'on doit investir et promouvoir des prêcheurs plus, disons, qu'on dit modérés? Ça, c'est pas à moi de juger, mais d'offrir un cadre social dans lequel on peut avoir ce débat-là de façon plus saine et pas d'essayer de censurer l'autre pour être une avenue importante. Merci Jean-Simon Rioux. Brema Elidiko, vous intervenez depuis Gao, vous êtes sociologue. Dites-moi, il me semble un peu que si je ne me trompe pas, que le résultat de l'étude de l'ISS Dakar posait comme facteur en premier lieu un facteur économique. Oui, en fait, c'est beaucoup plus les facteurs économiques qui étaient évoqués. Vous savez, selon les zones, on parle de chômage, mais quand les jeunes disent le chômage, mais en réalité, c'est juste souvent une période d'inactivité longue. Nous sommes, quand vous prenez le cas des régions de Bou ou de Mopti, souvent les jeunes sont occupés pendant l'hivernage pendant 4-5 mois. Après, ils ont la moitié de l'année où ils ne font rien, donc ils disent qu'ils sont au chômage. Ou bien des gens qui sont diplômés, je ne sais pas, en droit par exemple, mais qui travaillent dans un domaine qui n'a rien à voir avec le droit, mais qui s'estiment quand même être en chômage, même si par ailleurs, en réalité, ils ont un revenu stable, quoi. Ils travaillent dans autre chose. Donc ça veut dire que c'est pas tant le chômage, soit c'est l'insatisfaction liée en fait au travail mené, soit c'est une période d'inactivité longue. Ou bien des gens qui sont en fait en quête de ressources complémentaires, qui sont attirés par l'appât du bien facile et rapide, ou même par cupidité, parce que dans certains cas, dans les enquêtes, il ressort que certains groupes peuvent donner jusqu'à 1 million de francs CFA, par exemple, à un jeune lambda qui peut s'acheter une moto Sanelli, après donc qui peut se permettre de faire des dépenses, et à qui on promet un certain salaire. Les gens disent que les premiers qui ont intégré avaient un certain revenu, mais il y a d'autres. Les derniers apparemment ont été vite fait désenchantés parce que les revenus promis n'étaient pas au rendez-vous, donc certains ont voulu sortir de groupe. Donc c'est pour dire qu'en tout cas les jeunes n'étaient pas dans les mêmes situations, il y a ceux qui étaient dans des situations un peu précaires. Mais au-delà de ces facteurs économiques quand même, si vous êtes à Kidal, l'enquête qui a été menée là-bas par un ami, on ne va pas citer comment, beaucoup plus les facteurs communautaires qui ressortent. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui se retrouvent embarqués dans des groupes par peur, parce qu'il y a un oncle, souvent les camarades d'âge qui font partie des groupes extrémistes violents, je ne dirais pas djihadistes, et donc qui en réalité de fait sont invités aussi à rejoindre les autres. Et par peur de représailles au cas où ils diraient non, les gens se retrouvent embarqués. Ou bien, dans la région de Mopti, on parlerait beaucoup plus des facteurs de protection de soi, protection de sa famille, protection du bétail. Et on dit à chaque fois qu'on cite que la religion n'est qu'une couverture, le départ religieux, les gens... Justement, c'est quand même assez surprenant pour le citoyen lambda que je suis, de voir que l'une comme l'autre de ces études ne met en facteur numéro 1 ces facteurs religieux.
Je dis, ni l'étude de l'ISS Dakar, ni cette étude de IMRAP et de Interpis met en numéro 1 ce facteur religieux, qui a pourtant été martelé par beaucoup de monde comme étant le principal facteur de radicalisation. Partout où on a mené l'enquête, l'islam est présent en Mali depuis 11 siècles. Vous allez dans des zones, les groupes ont occupé des villes comme Tombouctou, où l'islam est là depuis au moins 10 siècles. Donc, en fait, les gens sont à 90% de confession musulmane. Donc, les gens se disent non, c'est pas l'islam. Le problème, en fait, c'est le cas des arabisants qui, souvent, en fait, ont fait des études humaines en Arabie Saoudite, qui ont bac le 4, qui ont le doctorat, qui reviennent, qui n'ont pas de débouchés comme les autres, en fait, à l'école conventionnelle, et qui, dans certains cas, sont frustrés, mais pas tout le monde, hein, et donc qui ont pu rejoindre certains groupes. Et même là, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais partout, de Caille à Kidal, les gens étaient unanimes là-dessus pour dire que le restaurant religieux, c'est juste une couverture, et que les gens le disent Allah Akbar devant les caméras, et dans certains cas, ils ne prient même pas. Oh, voilà, et donc, que ce n'est pas du tout le facteur fondamental. Et quand les gens disent aussi qu'il faut faire attention, quand on parle beaucoup d'Amadou Koufa et d'autres dans la région de Mopti, que c'est beaucoup plus des assassinats ciblés contre des gens qui, à un moment donné, ont dû commettre des exactions, ou certains gendarmes qui ont raquetté, certains juges, des choses comme ça, qu'en réalité, il faut comprendre que dans des zones où on qualifie, on dirait qu'il y a des djihadistes entre guillemets ou autres, il y a de banditisme résiduel. Des gens qui profitent de la faible présence de l'absence de l'État, la faible présence des forces de l'État qui vont s'armer pour essayer de régler eux-mêmes les comptes en fait avec des gens qui ont dû les raqueter à un moment donné ou des gens contre lesquels ils avaient une dent. Merci beaucoup Brema Elidiko. Merci, restez donc connectés avec nous. Baba Dakono, Brema Elidiko l'a dit tout à l'heure, je rebondis là-dessus. Est-ce que justement, par exemple, dans le cadre de cette attaque-là à Sanankoroba du poste de péage, on a vu que les protagonistes ont crié Allahu Akbar, mais est-ce que justement plusieurs personnes ne profitent pas de cette terreur, de cet extrémisme religieux violent, entre guillemets, pour justement commettre des actes? Je pense qu'à ce stade, c'est la théorie qui tient le plus parce que c'est ressorti tout à l'heure, l'un des intervenants le disait, c'est que le facteur religieux, c'est surtout pour légitimer en fait l'action, c'est surtout pour se mettre dans une position d'acceptation. Sinon, on discute avec les gens qui vivent cette question au quotidien, c'est que les réponses, la séduction pour le recrutement au sein de ces groupes armés se fait sur des bases plutôt d'abord dans un premier temps sociales que d'un point de vue idéologique ou religieux. On vient avec une approche sociale, la question religieuse ne vient que après. Pour alimenter cette théorie et revenir sur la question plus large, Fanny le disait tout à l'heure, plutôt d'un postulat de nouvelles formes de violence, ce qui est important, et surtout cet aspect spécifique par rapport aux localités dont on parle. Les facteurs à Gao sont certainement différents des facteurs à Mopti ou dans le centre du Mali en général, parce qu'il ne faut pas du tout occulter le fait que, en parlant de conflit, on parle de conflit traditionnel, on parle de conflits anciens sur lesquels se sont greffés d'autres types de violences. Donc, par exemple, comme je le disais, dans le centre, on a une crise de légitimité, on a un besoin de protection pour certains groupes, certaines communautés, on a un besoin de vengeance ou de représailles pour d'autres communautés. C'est ce besoin de remise en cause de légitimité, par exemple, quand on discute avec certains chefs leaders communautaires, c'est que les chefs qui étaient là avant la crise qu'on a connue depuis 2012 étaient là parce que c'est l'État qui le voulait et ils ne le voulaient pas. Et au sein des communautés, on a beaucoup de griefs contre ces chefs-là. Des griefs, par exemple, quelqu'un te dira, le chef à l'occasion d'un mariage, d'un de ses neveux est venu prendre 20% de mon troupeau. Donc ce sont des reproches d'exaction, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. Les mêmes griefs qu'on a contre certains représentants de l'État, on a ces griefs contre certains leaders communautaires. Et cette crise est adhérée à un mouvement armé, apporte donc cette protection, mais aussi permet de reprendre le pouvoir vis-à-vis de ces chefs
qui sont aujourd'hui remises en question. Vous voyez qu'en allant plus dans le sujet, on se rend compte que c'est plus complexe. Il y a plus un problème de gouvernance, donc, et un problème de justice. Voilà, un problème de gouvernance. Et on ne doit pas aussi également occulter les questions économiques qui reviennent également. Et surtout, je pense que Dr Diko est mieux placé que moi pour le dire, c'est qu'on entend de ceux qui ont conduit l'étude d'ISF également, c'est que le facteur jeune revient très souvent, mais au sein des groupes armés radicaux, on a toutes sortes, on a toutes catégories de population, notamment des gens qui ne sont pas catégorisés jeunes dans nos standards. Merci beaucoup. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au grand dialogue du Studio Tamani. À présent, Zoumana Fane de l'IMRAP, dites-moi, il semble que cette répression justement violente des forces armées ne soit pas une solution intrinsèque pour venir à bout de ce problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Absolument. Et d'ailleurs, par rapport à tous les propos qui ont été dits tout de suite, il y a des éléments qui sont très intéressants. Et on apprend au terme justement de cette étude-là que tout ce qui est répression, tout ce qui est la manière forte pour justement essayer de réprimer ces nouvelles formes de violence-là, apparemment a montré ses limites. Donc il faudrait revoir d'autres solutions, d'autres probabilités, et qui vont passer justement par la case comment appréhender, comment cerner déjà cette problématique-là. Et c'est à ce niveau-là justement que il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on a vu tout de suite que tout ce qui est la dimension économique, tout ce qui est la dimension précarité, tel que c'est souvent dit sur les antennes à longueur de journée, eh bien ces postulats de base-là, on a l'impression, et on a eu l'occasion justement de les vérifier à travers cette étude-là, mais ils ne sont plus aussi opérants que cela. Et on se demande même s'ils l'ont été. Voilà, donc, et à partir de là, ça nous interpelle au plus haut niveau en nous disant, bon, écoutez, puisque ces postulats-là sont sur la fausse route, si j'ai pu ainsi m'exprimer, il faudrait revoir d'autres façons de faire. Et à partir du moment où on admet d'autres façons de faire, ça suppose également d'autres solutions qui soient différentes, justement, de la solution répressive. Cela sous-entend également que donc tous les contours du problème ont été analysés. Notre étude n'a pas cette ambition-là. Nous avons ciblé des localités que nous avons énumérées au début. Nous avons également mené auprès de ces populations-là tout ce qui a été, en tout cas, nos préoccupations au moment où nous commencions cette étude-là pour essayer de comprendre les différentes facettes. Mais tout naturellement, je vous l'ai dit au début, il y a d'autres localités du Mali qui restent encore en jachère en matière d'études dans ce domaine précis-là. Mopti, vous l'avez dit, tout ce qui est aussi Tombouctou, Kidal, et même les nouvelles régions qui viennent d'être récemment créées. Absolument. Donc, mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu de la part des populations, c'est qu'il y a d'autres facteurs intrinsèques cette fois-ci et qui vont au-delà justement de la seule analyse économique ou de la précarité. Et à partir du moment où on veut véritablement cerner ces différents problèmes-là de près, en termes de solutions, en termes de recommandations, eh bien, il faudrait aussi essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait envisager ces solutions-là qui colleraient justement à la nouvelle donne, c'est-à-dire à la vraie facette du problème tel que c'est posé par les populations elles-mêmes en termes de diagnostic, mais aussi en termes d'éventuelles solutions. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées. Et je pense que lors de notre lancement hier, tout près, mercredi, nous en avons cité 8 principalement. Et la plupart de ces recommandations-là, lorsqu'on les regarde de plus près, on voit clairement qu'elles passent par une valorisation justement de ces différents acteurs-là. Parce que ce qui est caractéristique... Ça, c'est la recommandation qui revient le plus. Voilà. En Côte d'Ivoire comme au Mali. Absolument, absolument. Parce que comme Jean-Simon le disait tout de suite, la plupart du temps, ce que veulent ces jeunes-là, c'est pas forcément être payé à 1 million de francs CFA ou quelque chose comme ça, mais être valorisé, être reconnu comme tel socialement dans leur milieu communautaire déterminé. Voilà. Donc, en
plus de cela également, ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que la plupart de ces jeunes-là qui ont emprunté les voies de ces nouvelles formes de violence-là ont été déconnectés de la société, ont été déconnectés de leur communauté. Donc, les solutions à mettre en avant doivent privilégier justement des stratégies, des stratagèmes qui visent justement à cette réconnexion de ces jeunes-là par rapport à leur communauté de base. En quoi faisant, nous avons par exemple pensé à tout ce qui est le système des mentors, c'est-à-dire choisir dans la communauté d'origine de ces jeunes-là des personnes de confiance, ça peut être des instituteurs, ça peut être des leaders religieux par exemple, et faire en sorte qu'il puisse y avoir un contact assez rapproché entre ces jeunes et ces personnes désignées-là, de telle manière qu'à la fin, il puisse y avoir une véritable relation de confiance qui fera que à la fin, en termes de perspective, qu'il y ait ce processus de reconnexion-là qui est, à notre avis, en tout cas, l'une des voies la plus idoine pour pouvoir sortir ces jeunes-là de la situation dans laquelle ils Merci beaucoup, Ousmane Afane. Jean-Simon Riou, dites-moi, doit-on accentuer beaucoup plus sur la sensibilisation ou plutôt, je veux dire, chercher des solutions aux problèmes de gouvernance, par exemple? La gouvernance, c'est une... Parce que j'ai cru comprendre justement que l'un des facteurs déterminants, justement, l'une des causes de cette radicalisation, en somme, si je fais l'analyse de tout ce qui a été dit sur ce plateau, est aussi un problème de gouvernance, quelque part. Gouvernance au niveau local, surtout, notamment. La gouvernance, c'est un vaste champ, mais probablement. Mais après, tout remettre sur les épaules des dirigeants, c'est aussi un peu simpliste. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut... Parce que je me dis que même quand il y a une faillite, justement, du système éducatif familial, c'est que celui qui gère la famille a quelque part... Là, c'est une vision de l'État qui est intéressante parce qu'il y a différents niveaux qui interviennent. Mais donc, on voit que sur le plan d'éducation, effectivement, il y a des réponses à apporter. Mais elles ne pourront pas venir que de l'État. Ça doit se faire en communion, disons, entre, oui, les forces publiques, mais également les communautés, l'école, les différents intervenants. Parce que ce qu'on voit, c'est que, et on n'a pas eu le temps d'aller en détail dans la crise que traverse l'école et la famille, etc., mais il y a beaucoup de fonctions éducatives qui étaient remplies par les parents, la famille, la communauté, qui maintenant échouent à l'école. Or, l'école n'est pas conçue pour ça. Depuis la colonisation, le système éducatif a toujours été conçu pour transmettre des connaissances et former une élite. Or, les besoins des jeunes aujourd'hui, on l'a vu, c'est autre chose. Ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'être accompagnés, donc ils ont besoin, au-delà du savoir, de recevoir du savoir-faire, mais surtout du savoir-être. Et donc, c'est tout le modèle éducatif qu'il faut réinventer pour axer sur la relation pédagogique entre le maître et l'élève, et donc cette figure un peu de mentor que Zoumana évoquait, et donc réinventer ça pour que les maîtres redeviennent un peu ces modèles inspirants. Et ça va même de façon plus large aux modèles, aux imaginaires de réussite que la société véhicule de façon et que ce soit cohérent, parce qu'aujourd'hui la réussite qui était véhiculée par l'école autrefois, faire de longues études, devenir fonctionnaire ou peut-être avocat, ça ne fonctionne plus et c'est pas ce qui est valorisé socialement. Donc il faut revoir tout ça. Donc ça, c'est un pan extrêmement important. L'autre pan, je dirais, parce qu'on a touché un peu l'aspect idéologique, c'est l'aspect économique qui est revenu très fortement. Et on peut pas... Bon, nous, de façon un peu provocatrice, on a dit c'est pas le chômage et c'est pas l'argent qui est clé. Ce sont des éléments qui sont importants, mais il faut les comprendre dans un ensemble plus large. Et donc l'argent, c'est une constituante de la réussite sociale. Et donc, si on comprend ça de cette façon-ci, c'est extrêmement important en termes, encore une fois, de réponse qu'on va apporter. Parce qu'on voit que, généralement, la réponse qu'on propose, c'est de dire « créons de l'emploi ». Donc, on va investir dans l'agroalimentaire, etc. Donc, créons de l'emploi au niveau local. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose en soi. Moi, j'aime bien créer de l'emploi. Mais si on veut adresser cette question du basculement des jeunes vers la violence, il faut aller plus loin que la question de l'emploi. Il faut voir qu'est-ce que l'effet de cet emploi-là sur les jeunes. Donc, en quoi ça répond à ses aspirations? En quoi lui donner ce type d'emploi-là transforme l'image que ce jeune a lui-même, les conditions dans lesquelles il vit. L'exemple, je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais on a un exemple que je trouve extrêmement frappant avec des jeunes démobilisés en Côte d'Ivoire, à qui on a offert, après la rébellion, un filet social de 80, 100 quelques mille francs CFA par mois, un fonds de base pour l'entrepreneuriat et tout ça. Et ces ex-démobilisés nous disent « Moi, je n'ai pas pris les armes pour aller opérer cabine téléphonique. Mais qu'est-ce que tu veux faire alors? » Il dit « Moi, je veux aller à la barrière. » Donc à l'entrée de la ville, les postes de contrôle, qui pourtant, objectivement, lui offrent beaucoup moins que ce qu'on lui offrait à la base. Et en plus dans des conditions qui sont que personne n'envierait, d'être debout au soleil toute la journée. Mais on lui offre un treillis
et une certaine reconnaissance quand les gens. Donc quand je rentre chez moi, quand je rentre au quartier, j'ai une reconnaissance sociale, j'ai une valorisation. Donc quand on développe de l'emploi, c'est bien, mais il faut remettre ça dans sa perspective, de voir comment ces employeurs répondent à ce besoin-là des jeunes et comment ça répond à ces besoins de transformation sociale. Merci Jean-Simon Rioux. Brema Elidiko, dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que justement, qui accuser? Est-ce qu'il faut pointer du doigt l'État, la famille ou la communauté au finish? Écoute, chacun, je pense, a son rôle à jouer. L'État, parce que bon, le garant du bien-être collectif, qui doit jouer sa partition, je pense, en revoyant le système de gouvernance de la justice, parce que les situations dont on parle sont beaucoup plus liées justement à cette justice. Et bon, on parle beaucoup de situations dans la région politique. Après, il y a la question de l'éducation même, en fait. Je pense qu'il faut accéder l'enseignement aux besoins. On est en train de former des juristes, des sociologues et autres. Il y a des pléthores d'étudiants dans certaines filières, alors que bon, il y a beaucoup de filières qu'on peut investir. Et ça fait que finalement, bon, les formations ne sont pas forcément aux besoins. Mais je pense que l'État peut aussi travailler à promouvoir l'entrepreneuriat jeune, parce que malheureusement, tous les jeunes formés attendent aussi de l'État, chacun veut avoir un bureau, être fonctionnaire et en fait, avec certains costumes avec des cravates et autres. Ça, c'est la part de l'État, mais la part de la communauté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres, on peut même les considérer comme étant des démunis, mais pour autant ne se versent pas dans des systèmes de radicalisme ou de nouvelles formes de violence, comme vous voulez les appeler, parce que justement ils ont reçu une éducation familiale, une éducation au sein de la rue. Vous savez, l'éducation c'est un ensemble, l'intervenant précédent l'a souligné. Les familles, les gens le disent, les parents ont démissionné, donc la rue a démissionné, la communauté a démissionné, c'est l'individualisme qui a pris le dessus. Surtout. L'école, en fait, n'est plus en réalité l'école qu'elle devait être. Les enseignants ne jouent plus leur partition. Et finalement, nos universités sont devenues des fabriques de chômeurs parce que bon, les gens qui nous arrivent ne sont pas forcément d'un bon niveau non plus. D'accord. Vraiment, Elidiko, je m'excuse de vous arrêter. Il nous reste très très peu de temps. Juste un dernier mot à Baba Dakono. Baba Dakono, en 2 mots. Alors, qu'est-ce que les leaders religieux doivent faire? Quelle doit être la partition justement de ces leaders religieux dans le pays qui sont très écoutés également? Pour les leaders religieux, en 2 mots. Au niveau national, c'est surtout une question de s'approprier cette question en fait, et de mieux comprendre les dynamiques. Mais pour tous les autres acteurs, on estime que les solutions se trouvent au niveau local. Il faut adopter une approche où les populations sont consultées, les populations sont associées à tout le processus, l'identification des problèmes, mais aussi la recherche de solutions et la mise en œuvre des solutions. Voilà. Merci Baba Dakono. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Ils ont été avec nous. Merci monsieur. Brema Elidiko, sociologue, il intervient depuis Gao. Zoumana Fane, chargé de programme à l'IMRAB. Jean-Simon Rioux, chargé de programme Interpis. Baba Dakono, chercheur et analyste. On parlait de la radicalisation dans la sous-région et certains de ses facteurs à la faveur de cette étude donc de IMRAP et d'Interpis. Cette émission a été réalisée par Ibrahima Aram Diallo. Elle a été mise en onde par Sedumbo à la régie vidéo. Salim Diouara, merci, à demain pour le Forum de la presse. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.